Président, chers collègues, je vous remercie pour cette invitation, cette présentation. Je vais m'efforcer de vous raconter une histoire qui, vous allez voir, remonte à longtemps, et je suis très fier de faire la première présentation scientifique de cette nouvelle mandature. Il y a d'intérêt. Alors, les ultrasons thérapeutiques, qui traitaient l'histoire, je vais évidemment aller très vite pour ceux qui ne sont pas familiers physique. Le premier qui a eu l'idée que les ultrasons existaient, tout simplement observation animale et de nature, est un Italien. Puis c'est un Anglais qui va pouvoir reproduire la première fois des ultrasons. Et puis rapidement un Français, Paul Langevin, qui va créer le premier sonar. Et le premier transducteur à quartz, on le devra au Canadien Richard William Boyd, qui sera finalement la base de ce qui est utilisé aujourd'hui. Puis, il y a eu des utilisations navales, qui étaient l'exploitation des radars, et aussi militaires. Et là, je ne peux pas passer sous silence l'affaire Tournesol, que tout le monde connaît bien sûr, puisque Tournesol, avec ses ultrasons, dans un coin du château de Boulinsart, s'amusait à faire éclater les verres d'alcool du capitaine Haddock. Mais cette invention a évidemment intéressé des militaires de l'Est qui finalement l'ont enlevé et espéraient pouvoir détruire de grandes cités au moyen des ultrasons. Vous voyez que là, on va bien au-delà de la thérapeutique, mais que finalement, encore une fois, Tintin et surtout Hergé, en 1956, avaient déjà des visions de ce que pouvait être le futur de notre humanité. Alors, pour en revenir à des choses plus concrètes, la grande victoire des ultrasons a d'abord été dans le diagnostic, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et vous connaissez les immenses progrès réalisés en obstétrique particulièrement, et également en cardiologie avec les échocardiogrames. Puis vint l'ère thérapeutique. C'est vrai que là, les urologues se sont retrouvés en première ligne. Je ne parlerai pas de la lithotricée extracorporelle parce que Jean-Romain Gaultier va s'exprimer dans un moment sur ce sujet, mais je vous parlerai des ultrasons focalisés de haute intensité, où là, les puissances utilisées sont beaucoup plus fortes, à peu près 10 000 fois plus fortes que ce qui est utilisé en diagnostic. Et quelques mots de technique très brefs, je vous rassure. Ces ultrasons sont produits donc, à partir d'un transducteur qui est sphérique, et puis elles vont se propager avec des distances qui sont finalement relativement courtes vers un point focal où leur addition va créer une chaleur très importante, va chauffer les tissus de l'ordre de 80 à 85 degrés et produire un phénomène de cavitation qui aura pour deux effets principaux. D'une part, une destruction du tissu, mais aussi une coagulation des vaisseaux qui mènent à ces tissus, avec un résultat thérapeutique, en particulier sur les tumeurs. Et puis, plus récemment, les développements de ces techniques ont permis d'obtenir des traitements conformationnels, c'est-à-dire qu'on peut beaucoup mieux circonscrire la lésion que l'on peut traiter en ajoutant les transducteurs sphériques. Ici, c'est l'exemple de la machine Focal One, que vous verrez plus tard, fabriquée à Lyon par la société EDAP, qui donc permet de contourer la lésion en fonction de sa distance à la source. Tout au long de ces développements, on ne peut pas ne pas signaler l'immense travail de l'école lyonnaise, en particulier du pavillon V, que Jean-Michel Dubernard connaît bien et dont Xavier Martin parlait tout à l'heure. Et ce n'est pas pour rien que Sébastien Crouzet, qui aurait dû faire ce topo à ma place, mais comme il peut en faire deux, c'est moi qui le fais. Mais bien sûr, cette équipe s'est considérablement investie dans le développement technologique et a été un des moteurs de ce cercle vertueux qui, pendant toutes ces années, a associé un CHU, un laboratoire INSERM et également un industriel pour permettre les productions successives que je vais d'ailleurs évoquer au cours de ce parcours. Et d'ailleurs, elles sont évoquées ici, avec la production de plusieurs machines de plus en plus précises, de plus en plus efficaces. Mais en parallèle, il faut dire que d'autres spécialités d'urologie se sont intéressées, en particulier l'ophtalmologie, le traitement des glaucomes, la gynécologie actuellement, qui a bénéficié également d'un forte innovation, et puis la neurologie, en particulier aux États-Unis, mais aussi en France, avec des fréquences et des puissances différentes. On traite maintenant le tremblement essentiel, maladie de Parkinson, et même en oncologie, on peut favoriser la pénétration d'un certain nombre de chimiothérapies en utilisant des ultrasons de basse fréquence. Donc, la thérapeutique par ultrasons se développe de plus en plus.
Pour en revenir à mon sujet, qui est celui du cancer de la prostate, alors à tout seigneur, tout honneur, Sébastien Crouzet et l'équipe de Lyon qui ont présenté en 2014 cette étude rétrospective, enfin, dont l'enregistrement était prospectif, de plus de 1000 patients, avec les résultats que j'ai résumés ici, qui sont assez convaincants et qui utilisaient une machine qui n'existe plus aujourd'hui, puisque, je l'évoquais tout à l'heure, on utilise maintenant une machine encore plus performante. Et on pourrait résumer ceci en disant que grâce à ce traitement, on a une survie spécifique à 10 ans de 97%, c'est dire si le potentiel, quand on sait que l'âge moyen du diagnostic de cancer de la prostate aujourd'hui est de 70 ans, on pourrait dire que pratiquement 50% des patients au diagnostic pourraient bénéficier au moins au début de ce type de technologie. Alors il y a des différences en fonction des critères d'agressivité du cancer, mais plus les cancers sont diagnostiqués tôt, plus on aurait à traiter des maladies peu agressives qui pourraient très bien relever de ce type de traitement. Et vous le savez, vous le disiez de temps en temps, on considère que le cancer de la prostate, s'il est découvert suffisamment tôt, en réalité, c'est une longue histoire qui peut durer pendant plus de 20 ans. Ces résultats ont été confirmés en Allemagne, particulièrement, 2 gros centres qui ont publié, et là encore, on retrouve des survies spécifiques qui sont confirmées largement supérieures à 97%, avec, vous voyez là, un nombre de traitements de rattrapage qui permet donc d'augmenter cette survie spécifique uniquement dans 20% des cas environ, et ce que toutes les études montreront, donc ces résultats sont assez convergents. Une autre équipe allemande, en particulier un grand nom des ultrasons qui est Christian Schauchy, qui était au départ, et sans doute Jean-Romain l'évoquera tout à l'heure, l'utilisation des ultrasons dans le traitement des lithiases. Il s'est également intéressé aussi au cancer de la prostate, avec succès. Ce qui est particulier dans cette équipe allemande, c'est qu'eux se sont attaqués au traitement au cancer de haut stade et grade, avec des résultats très intéressants, 78% de risque intermédiaire et de haut risque, ce qui n'est pas le cas dans les autres séries, et on s'aperçoit que là encore, la suivi spécifique, avec le nombre de malades qui ont eu de nombreux traitements, vous voyez qu'on est allé jusqu'à 30% de retraitements sur les hauts grades et les hauts risques, mais là encore, une survie spécifique à 10 ans qui converge avec les résultats précédents. Ce qui fait que quand on compile le très grand nombre d'études sur le sujet, eh bien, on s'aperçoit qu'en tout cas, à 10 ans, et je reviendrai là-dessus, eh bien, les résultats sont très comparables aux traitements radicaux, en particulier ce qui nous concerne, les autres neurologues, la prostatectomie, et on pourrait établir exactement le même tableau avec la radiothérapie définitive. Avec des résultats fonctionnels qui se sont améliorés avec le temps, car ces traitements par ultrasons ne sont pas autant agressifs qu'un traitement radical. Vous voyez des taux d'incontinence, par exemple, sur l'érection, on en verra tout à l'heure, qui sont devenus extrêmement faibles. Alors, un nouveau concept, puisque nous parlons de concept aujourd'hui, est apparu, qui est celui du traitement focal. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas propre à l'urologie, ça existe dans d'autres disciplines. Ici, je retenu par exemple le traitement d'une petite tumeur du poumon, d'une petite tumeur du sein, et ce qu'on connaît bien en urologie, d'une petite tumeur du rein. Il n'est plus question aujourd'hui d'enlever un rein pour une tumeur qui ferait moins de 5 cm. On fait une néphrectomie partielle. Alors pourquoi ne pas l'envisager pour un cancer de prostate qui, a priori, est considéré comme moins agressif, encore une fois, si on le diagnostique suffisamment tôt, qu'un cancer du rein, par exemple. Donc ça paraît une évidence. Et en tout cas, un nouveau paradigme auquel il faut absolument s'atteler, ce d'autant qu'en parallèle, l'imagerie a fait des progrès considérables. Vous voyez tout à l'heure une très belle image de cancer du rein. On a maintenant de très belles images grâce au progrès de l'IRM qui ne font que commencer, parce que maintenant on va pouvoir additionner l'IRM et les imageries métaboliques. Donc bien entendu, il faut que la technologie thérapeutique s'adapte à ce projet, qui aujourd'hui proposerait d'enlever une prostate de cet homme de 69 ans, pour qui ce qui compte dans ces éléments de qualité de vie, eh bien c'est aussi sa vie sexuelle qu'il qualifie comme normale et qu'il doit très bien conserver. Or on sait que si on veut être honnête, si on fait un traitement radical, une prostatectomie à un homme de 70 ans, il est pratiquement certain de perdre sa fonction sexuelle, en tout cas physiologique, naturelle. Donc la question d'un traitement conservateur, d'un traitement uniquement de la tumeur, est posée. Elle est d'autant posée que nous avons des études sur du long terme qui ont montré que, encore une fois, 10 ans, 15 ans peut-être, eh bien, il n'y a pas de différence de mortalité entre la simple surveillance, qu'on appelle l'évaluation active, et la prostatectomie. Ce sont de véritables questions. Et vous voyez que c'est publié dans de grands journaux. 2 âges importants, 65 ans, 69 ans. 65 ans, c'est une remarquable étude suédoise. Les Suédois sont bien connus pour la qualité de leurs études épidémiologiques, de santé publique.
bien, les choses avaient été bien montrées qu'au-delà de 65 ans, eh bien, a priori, il n'y avait plus d'intérêt à réaliser une prostatectomie totale. Magnifique étude européenne de dépistage qui a montré, M. Schröder a montré qu'il n'y avait pas d'intérêt à chercher à dépister le cancer de la prostate au-delà de 69 ans, donc a priori, pas d'intérêt de le traiter. Donc la réelle question d'un traitement radical se pose, peut-être même au-delà de 65 ans, en tout cas à partir de 70 ans. Bien sûr, on a proposé depuis quelque temps ce qu'on appelle la surveillance active. Là, ici, une remarquable étude anglaise, très bien montée, prospective, comparative, qui quand même, à 10 ans, montre que si on n'opère pas, et en réalité dans le groupe de surveillance ici, 50% in fine des patients seront opérés, et malgré cela, eh bien, il y a un risque significatif de développement des métastases. Donc, il y a un risque réel, connu, à appliquer la surveillance active. Le premier risque étant que le patient échappe à la rigueur de cette surveillance et revienne avec une aggravation en cours de surveillance, et donc un risque de métastase avec toutes les conséquences que vous connaissez. Donc c'est le ni-ni, un point d'interrogation. Alors ni surveillance, ni traitement agressif. Alors les Anglais appellent ça le middle field, la voie du milieu. Nous à Toulouse on appelle ça un passage en force, le pays de rugby que vous connaissez. Eh bien c'est un Anglais, effectivement, Mark Amberton, qui va tirer le premier et proposer, alors tout le monde y pensait, un traitement focal. C'est une réponse qui est graduée, une réponse au problème, graduée comme diraient les militaires. C'est aussi ce que certains appellent une super surveillance active, c'est-à-dire qu'on traite la cible et on surveille après, ou traitement focal, ou traitement partiel. Ils ont tiré les premiers avec cette magnifique étude publiée dans le Lancet en 2012. Une série de patients assez limitée, 41 patients avec un recul assez bref, 12 mois, mais la réponse était claire, 90% de contrôle carcinologique et 90% de préservation d'érection. Nous avons suivi l'Association française d'urologie, et j'ai eu l'honneur de coordonner cette étude qui a été publiée en 2017. Nous avions plus de patients, 111 patients, plus de recul, 2 ans, et nous montrions que dans près de 90% des cas, il était inutile de recourir à un traitement radical. Il suffisait de faire là une hémiablation, c'est la forme avancée d'un traitement focal, avec une excellente préservation de la qualité de vie, puisque la qualité de vie était jugée par les patients, de façon prospective bien sûr, tout à fait la même qu'avant l'intervention. Et plus récemment, eh bien, les Anglais ont dépassé les résultats de cette étude, puisqu'ils ont encore plus de patients avec encore plus de recul, mais toujours ce chiffre de 88% des patients qui sont considérés fail-free, sans signe de récidive, en tout cas pour les patients qui avaient des PSA au départ inférieurs à 10. Qui doit être le cas. Nous avons, avec mon ami Roland van Beethoven, présenté, non pas une véritable méta-analyse, mais une analyse poolée de toutes les études disponibles qui convergent avec ces résultats, donc de taux de biopsie négatif, parce que par exemple dans l'étude que j'ai coordonnée, tous les patients étaient rebiopsiés, de l'ordre de 87%, un taux de patients sans traitement complémentaire toujours autour de 90%, comme les études en glande totale, avec d'excellents résultats sur la fonction érectile, pour des populations qui sont tout de même exposées, puisqu'ils ont des moyennes d'âge entre 64 et 70 ans selon les études, et la préservation, 75%, qui ne sont pas du tout les chiffres ni de la chirurgie, ni de la radiothérapie radicale. Alors aujourd'hui, on est capable de dire aux patients exactement comment les sélectionner, c'est absolument essentiel, et là on les sélectionne par exemple dans la zone verte, c'est-à-dire entre le risque faible mais élevé quand même et le risque intermédiaire dit favorable. Les ultrasons ne couvriront pas toutes les indications, mais ces indications-là représentent au moins 20%, mais ça pourrait augmenter si la politique de dépistage évolue. Et puis d'un point de vue thérapeutique, eh bien, on s'est adapté avec des marges de sécurité qui sont maintenant plus importantes, ce d'autant qu'on dispose de ce remarquable appareil développé à Lyon, avec cette possibilité de traitement conformationnel, comme je le montrais tout à l'heure, mais de reconstruction d'images et de tumeurs, et de traitement de la profondeur, et la possibilité de vérifier par ultrason que la cible a bien été atteinte, pour résumer les choses. Alors si je ne vous ai pas encore noyé comme le CLIAC pendant le Vendée Globe, c'est pour vous donner un petit peu d'air là, avant de terminer. Donc la question du financement. Alors, je la connais bien, effectivement, puisque, je le rappelais la dernière fois, une partie de cette présentation a été faite
Puis lors de la séance des registres, c'était en 2003 que j'ai commencé à m'inquiéter de cette question lorsque j'étais responsable du comité d'évaluation de l'AFU, et avec l'ANAES qui souhaitait donc un développement concerté médico-économique avant d'envisager un financement, un remboursement de l'acte d'ultrason dans le cancer de la prostate. Et bien, vous voyez, 2003, toutes les étapes que j'ai toutes connues personnellement, en particulier en 2008, lorsque j'étais président de l'AFU, j'ai déposé une saisine à la Haute Autorité de Santé qui a mené un comité d'experts en passage devant la CNEDIM, ce qui a débouché sur ce fameux forfait innovation qui est apparu dans la loi HPST de Mme non, c'était Bachelot, Bachelot, merci, dont nous avons bénéficié, si on peut dire, on pourrait revenir dans la discussion, avec une validation qu'il a fallu encore 3 ans pour obtenir, l'aval de la HAS, les différentes réunions, vous imaginez, pour un début d'études finalement en 2015. Oui, un début d'études parce que l'arrêté au JO précise bien que bien, le promoteur doit faire une étude, ce qui est normal d'ailleurs par rapport au traitement de référence, et cette étude, il a fallu la mettre en place. Je l'avais présenté quelques éléments la dernière fois, c'est une énorme étude dont nous gérons la database avec mon ami Patrick Coloby ici même. Eh bien, 5100 patients. Actuellement, il y a plus de 3500 patients qui sont inclus. Le BRAIFU est pratiquement rempli maintenant, donc c'est une étude qui avance bien et qui donnera ses résultats. Il y a un mail, et j'en parlerai plus tard. Voilà, simplement pour vous montrer que nous utilisons donc la grande compétence du service d'analyse statistique qui est situé à Nîmes, où nous nous rendons relativement souvent avec Patrick. Alors, le financement, des chiffres, et j'en aurai fini. Ces chiffres sont pour 8 ans, c'est un financement sur 8 ans, c'est plus de 40 millions d'euros, si on prend simplement le remboursement des traitements pour patients, mais si on ajoute à cela eh bien, le prix des techs, le prix des transports, les IRM de suivi, etc., on arrivera probablement à 50-60 millions d'euros, et c'est un financement qui s'étale donc sur 8 ans, et en parallèle, l'AFU est promoteur et finance donc la database, comme c'est normal, et puis tous les éléments de statistiques, des assurances, etc., pour un montant d'au moins 700 000 euros pendant ces 8 ans. Vous voyez, ce sont de gros investissements pour développer cette technique, mais qui a permis donc à cette technique progressivement, oui, à partir de 2015, de forfait innovation de se déplacer, et il y a actuellement une soixantaine de France actuellement qui font de l'IFU, ce qui paraissait impensable il y a plusieurs années. Et ça se développe également de façon mondiale, et l'acceptation de cette nouvelle machine par la FDA en mois de juin est certainement maintenant pour le développement futur. Et je n'aurais pas terminé sans remercier Albert Gelé, qui est membre de l'équipe de Jean-Michel et de Xavier, qui a été vraiment le moteur de tout cela. Rien de ce que je viens de vous raconter n'aurait pu avoir lieu sans Albert, que nous remercions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc finalement, entre 2003 et 2015, comment est-ce qu'on pouvait coder ça a été le problème de savoir comment on codait ce nouvel acte, et ça c'est pareil pour d'autres spécialités chirurgicales, comment on codait cet acte, parce que la codation ultrason focalisée n'existait pas. Non, on codait comme hyperthermie et résection. Voilà, c'est ça. À l'époque, on pouvait encore faire des assimilations, et donc on a eu l'autorisation de l'autorité de tutelle pour faire une assimilation avec un geste endoscopique sur la prostate, et c'était collé. Et c'était collé, on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais une équipe comme la mienne, qui était, on va dire, une équipe moyenne, qui en faisait quand même un certain nombre, on perdait sur une année 20 000 euros, mais c'était aussi un investissement que l'on faisait en termes de qualité d'offre, de traitement des patients, donc vraisemblablement également de recrutement en parallèle des patients. Toutes les équipes travaillent actuellement. Le forfait innovation regroupe 40 équipes, je dis qu'il y a une soixantaine d'équipes, il y a 20 équipes en France qui travaillent à perte avec cette technique, et qui en même temps sont heureux de pouvoir offrir une palette de traitements à tous leurs patients. En fait, juste un complément de réponse. Oui. Juste un complément de réponse sur le codage. Un code a été donné par la HAS qui permettait de coder l'activité, donc de la suivre, mais ne permettait pas un remboursement. Il n'y avait pas de tarif de séjour donné en face de ce code. Quelle année? Le code a été sorti assez rapidement. 2005. Oui, 2005. Donc il a fallu attendre le forfait innovation
pour qu'on ait, pour l'instant, En réalité, la remarque, c'était qu'il y avait un codage. Le séjour était remboursé comme pour un acte endoscopique, mais il n'y avait pas d'honoraires pour ça. C'est ça la différence. Et c'est ça qui a bloqué aussi le développement dans le privé, parce que c'est vrai ça peut, alors surtout à l'époque, c'était un traitement de viande total, ça prenait 2 heures, donc 2 heures d'activité chirurgicale plus un anesthésiste, personne n'était rétribué. Il est certain que c'était un des éléments bloquants. L'autre élément bloquant, c'est on peut le dire, l'investissement des sociétés savantes, en particulier l'Association française d'urologie. À partir du moment où finalement c'était pas très développé, c'était le fait de quelques centres santement, et surtout ça restait dans le domaine de la recherche. Il a fallu faire évoluer les mentalités. Et ça, c'est une autre question très importante. C'est l'acceptation de l'innovation au sein d'une société savante, de faire évoluer les nouveaux paradigmes, et de temps en temps demander aux collègues de sortir de leur zone de confort pour faire face à ces nouveaux paradigmes. C'est une vraie question, parce que je l'ai vécu directement. Oui. C'est ce que je dis est aussi vrai pour le robot dont parlera tout à l'heure Sébastien. Je voudrais juste savoir comment vous êtes organisé en urologie pour savoir qui fait le traitement. Parce que nous, dans la gynécologie dont tu as parlé tout à l'heure, est-ce que ça doit être un chirurgien? Est-ce que ça peut être un ébulateur? Vous savez que vous avez un technicien, je suppose, qui vient avec vous de la machine. Est-ce que vous le conservez? Alors qu'au début, il était indispensable qu'il soit là. Maintenant, est-ce que quand vous cerclez la tumeur, vous pouvez le faire par une technicienne, par exemple, parce que c'est pas le même coût. Parce que nous, au départ, si tu veux, c'était... Enfin, deuxièmement, est-ce que vous le faites sous anesthésie générale, etc. D'accord. C'est très important parce que c'est pas le même prix. Ouais. C'est une bonne question. Alors, on répond à la question de l'anesthésie, soit rachianesthésie, soit anesthésie générale, c'est laissé au choix du patient, comme pour les traitements endoscopiques de la prostate. Qui traite? C'est typiquement, et ça je le dis, je le redis, c'est un traitement chirurgical. C'est de la navigation chirurgicale. C'est un exemple typique de navigation chirurgicale. On décrit une cible et on dit à la machine tu traites, mais c'est comme un pilote d'Airbus. Il dit à l'avion tu vas là, et puis il est quand même là pour intervenir et reprendre des commandes s'il se passe quelque chose. Et il se passe toujours quelque chose. Alors, je ne vais pas trop rentrer, mais là, il y a plus ou moins d'édème, donc les distances varient, donc il faut arrêter la machine, recalculer. Je crois vraiment que c'est nécessaire d'avoir un gars qui a bac plus 20 pour faire un traitement comme ça. Je comprends bien, je sais bien votre point de vue. Jean-Romain répondra à la question du calcul qui est quand même un petit peu différente. Les risques ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais là, si le tir est mal cadré, Richard, si le tir est mal cadré, c'est un trou dans le rectum. C'est-à-dire, c'est exactement comme si je suis avec mon robot, je vais un petit peu trop loin avec les ciseaux derrière, c'est un trou dans le rectum. C'est un acte chirurgical, on répond très clairement à la question. Oui. Non, deux points. Enfin, je félicitais Pascal parce que bon, il a montré la lenteur que malheureusement on constate pour la diffusion des innovations, qui est un peu due au problème. Non, mais laisse-moi finir, Max. Il y a quand même eu un certain nombre de lenteurs, notamment sur le plan de la pratique et de l'extension de la pratique. Cela dit, il est évident que c'est grâce à ce traitement-là, qu'on est en train de faire bouger les choses. Et par exemple, avec les chirurgie, on a eu une réunion avec la CNAM il y a 15 jours, où on a discuté largement des différences entre description d'activité et tarification. Parce qu'un des problèmes qui a freiné ces innovations, ça a été le fait qu'au début, la CNAM considérait qu'elle ne pouvait pas accepter, parce que si elle acceptait, ça voulait dire qu'elle mettait un prix, et que si elle mettait un prix, n'importe qui allait faire n'importe quoi, et ça a été un des principaux freins. Donc je crois que c'est très important. Le deuxième point, c'est que grâce à ces traitements, et je pense qu'on peut en effet remercier Albert Gelet et toute l'équipe de Lyon, grâce à ces traitements, ça permet de montrer comment la manière de conceptualiser le dépistage a complètement changé. Puisque maintenant on a des traitements focaux, et maintenant on a une imagerie qui permet de dépister les cancers qui peuvent être dépistés sans risque de surtraitement, et donc ces deux éléments-là transforment complètement la question du dépistage du cancer de la prostate. Et c'était pour te remercier, mon cher Max. Je pas du tout pour critiquer. Je sais que tu veux dire le contraire. Non, je ne vais pas interdire, parce que je vais pas interdire, mais je veux dire deux mots. En tant qu'HAS, c'est quand même moi qui l'ai créé. L'Association française d'urologie a joué un rôle clé dans le développement. Et deuxièmement, il y a le niveau scientifique, qui était les présentations qui arrivaient à l'HAS.
la CNEDIM notamment, n'était pas de niveau satisfaisant. Et quand on veut faire une évaluation scientifique, on a des éléments scientifiques, et ça a été brutalement au cours des 5 dernières années. Pour en revenir à la HAS et à l'innovation, il y a un réel problème, parce que quand on présentait le dossier avec l'ELIPS à l'époque, qui s'appelait pas l'ELIPS d'ailleurs, il n'y avait pas les publications de Sébastien, des Allemands et des Anglais, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, c'est déjà un miracle qu'on ait obtenu le forfait innovation et s'il y avait. Bon, on s'est bien bagarré pour ça. Mais on devrait pouvoir retourner à la HAS dans l'intervalle, vu le temps que ça a pris. Arriver déjà avec ces publications et avec les 3500 patients qu'on a déjà traités, sachant très bien qu'au-delà de 1000 cas, les choses n'ont pas beaucoup bougé d'un point de vue statistique. Donc on peut gagner, et ça fait gagner du temps et de l'argent tout le monde, on peut gagner pratiquement 5 ans. Mais là, ça devient un problème politique, je pense, et il faut bouger. Mais ça, je n'ai pas la clé. Mais je pense qu'il faut bouger, et comme l'a très bien rappelé, et compris évidemment François, c'est très important parce que ça fait évoluer la notion du dépistage. Et en France, les Américains sont en train de nous dépasser. C'est dommage parce que dans tous ces concepts-là, on avait un peu d'avance sur eux. Et là, eux, ils ont maintenant l'autorisation FDA. Je sais très bien qu'ils remboursent. Ils remboursent également pour l'échec de radiothérapie, alors que pour nous, ce sujet, ils devraient être inclus depuis des années, etc. Donc c'est le rapport, et c'est comme ça que j'ai compris le questionnement, c'est surtout le rapport à l'innovation qui est très important. Ouais. Encore un commentaire, Jacques. D'abord, je voulais vous remercier de la façon dont vous avez présenté votre dossier, parce qu'effectivement, vous auriez pu mettre sur la lourdeur administrative, et vous l'avez présenté assez bien. Le forfait innovation, Max, est un élément que le monde entier nous envie. C'est-à-dire quand il y a le sentiment où il y a des arguments en faveur d'une innovation, mais pas assez de preuves pour pouvoir le rembourser, pour pouvoir l'introduire et que la solidarité nationale s'en empare, le forfait innovation, c'est la possibilité de rembourser partiellement l'étude et de faire parallèlement, de rembourser et de mener une étude qui pourra répondre à la question. Alors, les choses ont changé. Maintenant, le forfait innovation, grâce à cette lourdeur, ça se fait en 3 mois théoriquement, ou maximum en quelques mois. Il y a encore une chose que vous venez de souligner, qui manque encore au forfait innovation. Il y en a plusieurs maintenant. Il y en a à peu près une dizaine qui sont lancés dans beaucoup de domaines. Il y a une chose que vous venez de souligner, c'est qu'à un moment donné, il faudrait revenir sur le protocole de l'étude, c'est-à-dire ça suffit. C'est-à-dire il faudrait maintenant pouvoir dire les éléments que nous avons, parce que ça a commencé à 2003, ne seront peut-être plus, et vous serez finalement déçus d'avoir dépensé 40 millions ou 60 millions pour un résultat qui n'a plus d'intérêt et qui va faire que, très probablement, il y a suffisamment d'arguments dans la littérature pour rembourser la FU. Ça, c'est quelque chose, mais ce n'est pas encore, et ça n'est pas encore à l'ordre du jour, la possibilité de modifier le protocole une fois que c'est lancé. Mais les choses, quand même, s'améliorent. Hein. Oui. Mais je voulais intervenir. Je voulais intervenir un peu dans le même sens. Est-ce qu'au stade actuel, de vos études et des études internationales, l'administration va dire le SMR de cette technologie est prouvé? Et passons directement maintenant à une phase pour terminer cette étude. Arrêtons, c'est pas la peine d'en faire un peu. C'est un peu la même idée qui vient d'être présentée. Ça devrait être possible. Mais parce que ça, c'est important de dire stop, c'est bon. Ce chemin-là, il n'a pas d'interlocuteur. Exactement. Il n'en a pas. Ce chemin-là n'est pas décrit. La DGOS ne va pas le faire, la HAS ne va pas le faire, le truc. Et c'est qui alors? C'est inventé. Il se renvoie la balle. Exactement. Ce chemin-là n'existe. Il faut aller le tailler à la serre. On a tenu 20 ans. C'est quand même grave parce qu'on engage encore des fonds de recherche qui sont peut-être inutiles. Ça a été utile. Les patients ont été traités, les patients ont bénéficié. Le principe du forfait innovation et sa grande vertu, c'est de distribuer un traitement sur le territoire national, utilisable par tous les secteurs publics, privés, mis à disposition des patients du travail. Il n'y a pas de problème, mais ce qu'il faut, et M. Delbuty l'a parfaitement rappelé, c'est l'étape d'après pour pouvoir accélérer. Bon, très bien. Merci. Merci, Marie.